Madame la Présidente, chers collègues, c'est un honneur pour moi de présenter ce rapport sur la proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers. Cette proposition vise à interroger et refuser une politique routière qui nous mène à l'impasse. Mon groupe vient ainsi en écho aux actions de nombreux collectifs et associations à travers le pays qui se battent contre des décisions économiques obsolètes et destructrices. Nous faisons aussi suite à la pétition examinée par notre commission contre la 69, ainsi qu'à la commission d'enquête sur cette autoroute, dont la dissolution a malheureusement interrompu les intéressants travaux menés par notre collègue Christine Arrigui. Et justement, si l'autoroute A69 mobilise une telle opposition, c'est parce qu'elle incarne, comme le dit le climatologue Christophe Cassou, l'impossible bifurcation, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut plus se permettre de faire dans le contexte d'accélération du changement climatique et d'effondrement de la biodiversité que nous vivons. Or, parmi la cinquantaine de projets routiers contestés à travers le pays, beaucoup sont construits sur le même modèle. Pensés il y a 30 voire 40 ans, ils ont pour objectif de gagner quelques minutes au prix de dégâts écologiques irréversibles. Des milliers d'hectares de terres agricoles, de terres naturelles, de zones humides sont sacrifiées, des espèces protégées menacées. Et au bout du compte, toujours plus de routes, de voitures, de poids lourds, de gaz à effet de serre. Collègues, 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée par l'Organisation météorologique mondiale. 2023 l'avait déjà été. Des catastrophes qu'on croyait l'apanage des pays tropicaux touchent l'Europe. Inondations en Europe centrale, en France, dans le Pas-de-Calais, à Givors et en Seine-et-Marne, et tout récemment, la violente et meurtrière tempête à Valence. Ces catastrophes, ce sont d'abord des drames et des vies humaines balayées, plus de 200 à Valence. C'est aussi un coût financier. Dans la décennie 2010, la facture annuelle pour la France s'établissait à 3,7 milliards d'euros, c'est 6 milliards depuis 2019. Viendra un jour où ni l'État ni les compagnies d'assurance ne pourront financer les aides d'urgence et les réparations. À Valence, les premières interventions ont déjà coûté 10,6 milliards d'euros à l'Espagne et à l'Union européenne. Voilà la facture du réchauffement climatique. Or, le secteur des transports compte pour 30% des émissions de gaz à effet de serre et le transport routier forme la très large majorité de ces émissions. Or, l'imperméabilisation des sols aggrave les événements climatiques. Or, le premier facteur de pression sur la biodiversité, c'est aussi le réseau routier. Et tout ça est sans compter les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d'autoroute, par exemple, ni la multiplication des usines à enrobés bitumeux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. Nous continuons de lancer des projets qui sont l'exact contraire des objectifs de notre pays, qu'il s'assigne lui-même dans la stratégie nationale bas carbone et la stratégie nationale biodiversité. Et ça n'est pas tenable, il faut appuyer sur pause. Car c'est le serpent qui se mord la queue. Toutes les études d'économistes et d'urbanistes convergent. Chaque nouvelle infrastructure routière entraîne un trafic induit, c'est-à-dire une augmentation de trafic. On se déplace plus loin et parfois plus souvent. L'offre d'infrastructures crée ainsi une demande dont la conséquence est double, plus de gaz à effet de serre, plus de sols artificialisés. Des nombreuses auditions que nous avons menées ressortent deux mantras de l'aménagement du territoire. Le premier lie de manière automatique route et développement économique. Le deuxième, c'est la nécessité du désenclavement. Or, développement économique et infrastructure ne vont pas de pair. Perpignan dispose d'une autoroute, d'une route, de liaisons ferroviaires et d'un aéroport. Elle affichait pourtant un taux de pauvreté de 34% en 2021, soit plus du double de la moyenne nationale. Quant au désenclavement, c'est une notion très subjective. Qui peut croire que Castres, qui dispose d'une route nationale, d'une ligne ferroviaire et d'un aéroport avec une ligne subventionnée, est enclavé? Et en quoi gagner 10 minutes sur le trajet vers Toulouse va-t-il dynamiser le bassin d'emploi de Castres-Mazamet? Le risque est plutôt par l'élargissement de l'aire de chalandise que des activités soient transférées vers Toulouse. Parce qu'une route, ça va dans les deux sens. Et les grandes infrastructures routières accentuent en réalité les effets de la métropolisation. De petites villes se vident de leurs commerces, de leurs services publics et deviennent des satellites des métropoles. Des activités économiques quittent leur lieu d'origine pour s'établir le long d'une autoroute. Et voilà ce qui, au final, condamne les habitants des zones rurales à une dépendance à la voiture que 79% des Français considèrent comme un gouffre financier. En plus des dommages irréversibles causés à l'environnement et des conséquences sociales et économiques de l'aménagement du territoire induit par la prépondérance du modèle routier, un troisième argument pour le moratoire est apparu au cours des auditions que j'ai conduites. Trop souvent, le débat sur les infrastructures de transport est présenté comme un conflit entre pouvoirs publics et militants écologistes. En réalité, il existe au sein des multiples organismes qui assistent l'État dans ses décisions de politique routière des interrogations croissantes sur la manière dont sont préparés les actes juridiques qui en permettent le lancement, DUP, déclaration d'utilité publique, et autorisation environnementale notamment. Ces actes sont élaborés à partir de grilles de critères, chacun affecté d'une pondération dans le calcul de la valeur nette sociale et économique d'un projet, la VANESE. Or, parmi ces critères, celui du gain de temps lié à la vitesse, par ailleurs toujours surestimé, est monétisé de telle manière que, d'après un rapport de l'autorité environnementale, il écrase tous les autres, considérations environnementales comprises. Et le secrétariat général pour l'investissement confirme cela.
L'environnement, lui, ne se monétise pas. On ne peut pas donner de valeur monétaire pour l'instant à un écosystème, sauf quand on constate les dégâts résultant de sa disparition, trop tard donc. De plus, les critères datent d'il y a 30 ans au moins, soit une autre époque sur le plan climatique. Et c'est ainsi que sont justifiés de vieux projets ressortis des cartons, malgré un bilan environnemental ou agricole catastrophique. L'A69 entre dans cette catégorie, le contournement ouest de Montpellier également, avec un tronçon à 2 fois 5 voies quand même. Et la palme revient sans doute à l'A412, projet dont le Conseil d'État a annulé la DUP en 1997, avant qu'une nouvelle enquête publique soit ouverte 21 ans après, mais qu'il faille recourir en 2023 à une loi de régulation pour sa construction. Les critères environnementaux sont donc le plus souvent ignorés. Et lorsqu'ils sont mis en œuvre, c'est pour servir de paravent. Ça, c'est le constat de scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle qui se sont penchés sur les compensations environnementales. Bilan, elles sont mal appliquées, mal mises en œuvre et réalisées sur des terrains en réalité en bon état et où le gain écologique est faible. Mais surtout, la conception de la compensation est purement spatiale. Des hectares renaturés en échange d'hectares artificialisés. Et c'est oublier la complexité des écosystèmes. Quand un arbre centenaire est abattu, c'est toute la biodiversité qu'il abrite, tout son système racinaire et mycologique qui sont atteints, ce que ne remplace pas du tout un arbuste dont la survie est incertaine. Certains écosystèmes, comme les zones humides ou les tourbières, sont le fruit de siècles, voire de millénaires d'évolution. Bien sûr qu'on ne peut pas compenser leur destruction en quelques années. Nos décisions ne sont pas fondées sur la science. Dernier élément, notre politique routière souffre d'un manque de pilotage. Ça, c'est la Cour des comptes qui l'affirme dans un rapport de mars 2022 que chacun peut consulter en ligne. Outre le coût élevé d'une politique qui n'a pourtant pas prévenu la dégradation du réseau, la Cour rappelle que l'État a progressivement abandonné la gestion du réseau routier, l'a très largement transféré aux départements et aux communes pour lesquels l'entretien est une dépense obligatoire. Et les institutions d'État en charge de l'environnement montrent que chaque projet est en fait instruit selon son bilan coût-avantage local, sans que ces projets soient ensuite agrégés de manière à connaître leur impact collectif. Résultat, le secteur des transports routiers n'atteint pas les objectifs de la stratégie nationale bas carbone et de la stratégie nationale biodiversité 2030. En résumé, nous proposons un moratoire pour 3 raisons majeures. Les atteintes à l'environnement et à la santé humaine des projets routiers, leur instruction sur la base de critères obsolètes ignorant sciemment l'environnement et leur programmation au cas par cas au lieu de s'intégrer à un schéma national des infrastructures de transport que le Grenelle de l'environnement avait appelé de ses vœux par ailleurs sans succès. Le moratoire que nous proposons est en réalité très modéré, car il ne porte que sur les projets les plus importants, ceux à 2 fois 2 voies, relevant soit du réseau autoroutier concédé, soit du réseau national ou départemental non concédé. Les petits projets, comme des ronds-points ou des liaisons à 2 fois 1 voie, n'entrent pas dans le champ du moratoire. Il ne s'agit donc pas de dire que nous ne construirons plus rien, et je suis d'ailleurs prête à accepter l'amendement de Jean-Victor Castor qui exclut la Guyane de la mesure, car les besoins y sont incontestables. Ensuite, un moratoire, pourquoi faire ? Eh bien d'abord pour conduire une réflexion sur nos modes de vie. Les transports sont à la fois les facteurs et les résultantes de nos modes de production et de consommation ou d'organisation de nos territoires pour le logement, la production industrielle, l'agriculture, la nature. Face au dérèglement climatique, nous devons repenser transport et aménagement du territoire en priorisant les objectifs collectifs, sortir du tout-voiture et du tout-camion. D'où la nécessité d'une vision globale des projets routiers, s'insérant dans une vision elle-même globale des investissements publics et de leur impact environnemental. Bref, il faut penser une véritable planification écologique. Deuxième point, revoir les procédures d'instruction et de gestion des projets. La pondération des différents critères me semble constituer un enjeu central et je verrai bien notre commission, Madame la Présidente, auditionner les responsables ministériels sur ce point. Parce qu'actuellement, aucun parlementaire, aucun élu local ne connaît ces critères alors que nous votons et finançons les projets. Enfin, il nous faut saisir l'occasion de la fin programmée des concessions autoroutières entre 2031 et 2036 pour savoir ce que nous ferons du retour d'un patrimoine de 194 milliards d'euros payé à la fois par le contribuable et l'usager. Un moratoire est un excellent moyen de réfléchir sans pression excessive. J'en viens au coût de la mesure. Comme indiqué dans mon rapport, je ne vois aucun obstacle constitutionnel à cette proposition de loi en l'état de la jurisprudence. Le législateur peut parfaitement invoquer l'intérêt général et en l'espèce, il s'agit de préserver l'environnement, objectif à valeur constitutionnelle. En revanche, un moratoire remet en cause des contrats et l'État aura pour obligation du fait de la loi d'indemniser les contractants. Le montant ne peut être évalué pour l'instant, mais avec les coûts d'arrêt et de mise en sécurité des chantiers et les pertes d'exploitation, on atteint sans doute quelques milliards. La somme sera peut-être jugée exorbitante. Pour ma part, je la rapproche du coût croissant de la réparation des dégâts dus aux catastrophes naturelles déjà évoquées et j'y ajoute le coût exorbitant de l'entretien des routes, 15 à 17 milliards par an.
Enfin, la suspension des projets non engagés entraînerait également 17 milliards d'économies. Notre proposition est donc tout à fait raisonnable. Je conclus par un hommage aux milliers de citoyens qui jouent dans ce pays le rôle de lanceurs d'alerte, malgré une répression folle, et qui nous montrent, nous l'avons encore vu dans les auditions, leur expertise croissante et leur sens du bien public. Les écouter nous grandirait. Mes chers collègues, je vous engage donc à voter ce moratoire, soutenu par 66% de la population selon un sondage, et première étape d'une politique de transport à la hauteur des enjeux de notre siècle. Je vous remercie.